Donc, Saint-Cyrien, lieutenant de gendarmerie mobile puis capitaine en 89 à Berlin, le général Guimbert a un parcours international marqué. Il travaillera entre autres sur les déploiements OPEX à la Direction générale de la gendarmerie, puis aux relations internationales à l'état-major des armées. Diplômé de l'école de guerre, il a été affecté à Ottawa en qualité d'attaché de sécurité intérieure après avoir commandé le groupement de gendarmerie de la Sarthe. De retour en France, il participe en 2010 à la création de la Direction de la coopération internationale, direction commune à la gendarmerie et à la police. En 2015, il devient chef du CIRPA gendarmerie et conseiller communication du directeur général, un enjeu fort au vu de la situation sécuritaire, mais aussi des évolutions des outils de communication. Durant ces 2 dernières années, le général de corps d'armée Guimbert a commandé les 15 000 gendarmes d'active et de réserve de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Après 42 ans de service, dont 35 au sein de la gendarmerie, le général quitte le service actif en septembre 2020. Pourtant, toujours sensible à l'esprit de défense et à la prospective sécuritaire nationale, il nous fait le plaisir de nous présenter les perspectives et les réflexions de la sécurité en France à travers l'application du livre blanc. Son recul et son expertise sur le sujet vont permettre d'avoir un regard opérationnel sur la mise en place des politiques sécuritaires à différents niveaux. Ce que je vous propose au niveau de la modération, donc c'est moi qui suis en charge de la modération, c'est de poser vos questions par chat, donc par écrit. C'est vu avec le général, je poserai certaines questions afin que la conférence soit animée. D'autres questions resteront sur un temps de parole, un temps d'échange qui se déroulera en fin de conférence. Je vous propose aussi de couper vos vidéos parce que, au vu du nombre de connexions, ce qui est important, c'est d'avoir assez de réseau pour avoir une continuité, on va dire un flux informatique qui nous permette d'avoir une écoute audible. Donc, je vous laisse couper vos vidéos. Donc, je vous rappelle, vous pouvez poser vos questions par chat et on aura un temps d'échange en fin de conférence. Je vous laisse la main, mon général. Très bien. Merci, merci Émilie. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est ma première intervention devant vous à l'invitation de notre présidente, votre présidente Rosane Charpin, que je remercie chaleureusement. Permettez-moi de vous présenter également mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année, qu'on espère un peu moins éprouvante que l'année dernière. Et si vous le permettez, au début de cette conférence débat, je souhaiterais avoir une pensée pour nos 3 militaires de la gendarmerie qui ont été tués il y a quelques semaines à Saint-Just, la veille de Noël, dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes, et pour les 5 militaires de l'armée de terre qui sont tombés il y a quelques semaines également au Sahel. Tout ça pour vous dire que la sécurité, c'est avant tout une question d'hommes et de femmes. Sachez que c'est un plaisir d'échanger avec vous. C'est aussi un honneur car je trouve que votre association est pleinement engagée sur les problématiques de défense et de sécurité et c'est un engagement qu'elle partage avec tout son environnement. En tant qu'ancien commandant de région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes, j'ai pu mesurer la vitalité du réseau des anciens auditeurs de l'IHEDN. Vous êtes des acteurs de la réflexion stratégique et les réflexions que vous faites remonter du terrain sont à mon sens essentielles dans le débat sur les questions de défense et de sécurité qui sont à mon sens plus que jamais liées. Et au moment où les comités ou conventions citoyennes se multiplient, je pense qu'il faut faire aussi confiance à tous les réseaux d'associations comme la vôtre pour produire de la réflexion utile à nos décideurs et à nos gouvernants. Quand Rosane m'a proposé d'intervenir devant vous, j'avais en tête de vous parler de ce que je connais le mieux, la gendarmerie. Et puis, comme l'actualité sécuritaire s'est un petit peu emballée en cette fin d'année avec la publication du livre blanc de la sécurité intérieure à la mi-novembre, et puis également avec la discussion de la proposition de loi sur la sécurité globale, eh bien, je me suis dit qu'une présentation de ce livre blanc serait intéressante, ainsi que présenter quelques analyses qui pourraient en découler. Vous avez tous bien senti l'effervescence, l'efflorescence du débat sécuritaire dans notre pays depuis plusieurs mois, voire depuis plusieurs années.
Et quand j'ai proposé cette thématique, je ne savais pas non plus que le président de la République allait demander l'organisation d'un Beauvau de la sécurité. On a tous bien senti l'acuité du débat, voire un certain emballement, que les médias d'information continue, que les réseaux sociaux, n'ont fait qu'amplifier et souvent déformer sciemment. Un débat, reconnaissons-le, qui a touché avant tout la police nationale et qui a suscité la montée sur le front médiatique d'une de ses expressions les plus visibles, que sont les syndicats de police. Ce soir, ce que je vous propose, c'est de prendre un peu de hauteur ou à tout le moins de vous donner quelques clés de compréhension sur notre sécurité, son état, ses moyens, ses perspectives, et le livre blanc de la sécurité intérieure que certains ont peut-être lu, il est téléchargeable sur le site du ministère de l'Intérieur. Eh bien, ce livre blanc est un bon moyen pour élargir notre regard sur les questions sécuritaires, d'autant que ce type d'exercice n'est pas fréquent s'agissant du ministère de l'Intérieur. Ce livre blanc, il a été commandé en 2019, fin mai, par Christophe Castaner. Il avait été lancé pour faire un point sur notre sécurité. Il faisait suite également au grand débat national qui avait suivi la crise des Gilets jaunes. Et ce livre blanc se voulait et se veut permettre de redonner un pacte de protection aux Français, renouveler le pacte de protection des Français. Ce livre blanc, il se veut ambitieux, il l'est bien sûr, même si quelques points ont été peu ou pas traités. Bon, je pense à la crise du Covid, mais qui nécessitera un rétexte plus complet. Elle est simplement effleurée dans ce livre blanc. En tout cas, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, dans son courrier d'accompagnement, indique clairement que ce livre blanc participera à l'élaboration d'une nouvelle loi d'orientation et de programmation sur la sécurité intérieure. C'est important, ça fait 10 ans qu'il n'y en a pas eu, et qu'il souhaite que des réflexions plus abouties sur l'articulation territoriale entre la police et la gendarmerie, l'organisation de la police nationale, la réforme de la préfecture de police et la gestion des crises de sécurité, eh bien, que toutes ces réflexions, voire ces réformes, soient engagées donc à l'issue de ce livre blanc. Ce livre blanc, il est pertinent dans le cadre d'un regard global sur la sécurité, les menaces, les risques, les modes d'action des forces de sécurité intérieure, tout simplement pour répondre au mieux aux défis sécuritaires du moment. Il pose des jalons pour l'avenir. Comme je vous le disais, l'exercice, il est plutôt rare au ministère de l'Intérieur, l'exercice du livre blanc. Vous connaissez tous les livres blancs sur la défense, maintenant livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, premier en 1972 avec Michel Debré, le dernier en date en 2013, et c'est un exercice très utile. Souvent d'ailleurs, ce livre blanc est adossé, s'agissant du ministère de la Défense, à une loi de programmation militaire. S'agissant du ministère de l'Intérieur, eh bien, quand on regarde un petit peu en arrière, des livres blancs, il y en a un sur la sécurité publique, qui date de 2011, sous l'égide de Michel Gaudin, ancien préfet de police de Paris, du criminologue Alain Bauer, et il s'intitulait Livre blanc sur la sécurité publique. Il avait une forte focale police nationale, mais à part ça, c'est tout ce que l'on trouve. Donc il est important d'analyser ce livre blanc, qui est une construction assez originale. D'un point de vue méthodologique, eh bien, il y a eu 4 groupes de travail qui se sont réunis pendant plusieurs mois avec différents thèmes, 4 thèmes: l'organisation, les missions des forces de sécurité intérieure, les partenariats et le continuum de sécurité, les technologies, les ressources humaines et matérielles. Donc, 4 groupes de travail pilotés chacun par un préfet, avec une centaine de personnes du ministère de l'Intérieur qui ont
qui ont travaillé donc, pendant plusieurs mois là-dessus. Des syndicats de police ont été auditionnés, des représentants de la gendarmerie également, des instances de concertation ont été auditionnés, audition d'experts de haut niveau de la sécurité intérieure. Et puis, il y a eu également en préalable les assises de la sécurité qui ont été conduites, c'était en janvier, il y a un an à peu près, l'année dernière, dans tous les départements. Il y a eu 500 réunions publiques avec les autorités préfectorales, les forces de l'ordre, les élus, des citoyens, et tout ça est remonté, les conclusions sont remontées à Paris. Et il y a eu également à Beauvau, sur trois journées, une conférence de citoyens, 108 citoyens sélectionnés par l'IFOP, qui sont venus, qui ont été interrogés, qui ont pu échanger sur la sécurité et notamment sur leurs attentes en matière de sécurité. Alors, on a affaire à un texte quand même assez dense, qui rassemble 200 propositions. Il y a 350 pages sans les annexes, donc ça fait quand même un document assez lourd, qui va s'adresser, bien sûr, aux citoyens, s'ils prennent le temps de le lire, qui va s'adresser à tous les acteurs de la sécurité, aux acteurs régaliens, aux autorités préfectorales, à la police nationale, à la gendarmerie, mais aussi à tous les acteurs de ce qu'on appelle le continuum de sécurité. C'est aussi donc les maires, les acteurs qui sont les acteurs de proximité primordiaux en termes de sécurité, et puis également le secteur privé de la sécurité. Donc, ça s'adresse à beaucoup de monde, et rassurez-vous, je ne passerai pas en revue les 200 propositions, mais je dégagerai plutôt quelques grandes thématiques qui sont développées dans ce livre blanc, et puis on pourra échanger sur ces thématiques. Alors, une thématique classique, c'est l'analyse de la menace. Ensuite, une thématique relative à ce que j'ai pu dégager, j'appellerais relations avec la population et les acteurs économiques, parce qu'il y a quand même un chapitre sur les acteurs économiques, les grandes orientations opérationnelles des forces de sécurité intérieure, la réponse aux crises, qui sont hélas de plus en plus nombreuses, les acteurs du continuum de sécurité, donc je parlerai un peu des maires, de la sécurité privée, car il y a quand même c'est un sujet important de ce document. On parlera également de la répartition territoriale des forces de sécurité intérieure, et puis de la réforme de la police nationale telle qu'elle est envisagée dans le livre blanc, je précise, parce que tout ça n'est qu'un livre blanc, ce sont des propositions, et comme je l'ai dit aussi en introduction, à partir de cette semaine ou de la semaine prochaine, débutera donc le Beauvau de la sécurité. Ensuite, un petit point sur les technologies, car il y a de vrais enjeux en matière de technologie pour le ministère de l'Intérieur, et là aussi, c'est quelque chose d'assez novateur. Et puis, on parlera peut-être plus rapidement de budget, même si le budget, c'est essentiel, et il y a des perspectives très intéressantes au travers de ce livre blanc en matière de budget et peut-être de formation. Alors, le livre blanc, c'est d'abord une analyse des menaces, des risques, et tout d'abord les premières menaces qui ressortent dans ce livre blanc, que l'on sent bien tous à notre niveau, c'est les menaces à la cohésion nationale, qui font d'ailleurs écho au grand débat national faisant suite à la crise des Gilets jaunes début 2019. Donc les menaces, qu'est-ce qu'il y a? Les menaces à la cohésion nationale, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est les oppositions qu'il peut y avoir entre le monde urbain, le monde rural, entre les centres-villes, les périphéries, avec la métropolisation de certaines zones du pays, le questionnement également sur l'accès aux services publics, et puis la désertification, par exemple, de certaines zones. Ce sont aussi les lignes de fracture culturelle qui peuvent avoir lieu, avec un risque de séparatisme. Là,
vous êtes tous bien au courant, bien au fait de ce projet de loi qui est en cours de discussion. Il y a des fractures culturelles patentes dans notre pays. L'urgence écologique également est une menace avec des, 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 des menaces importantes sur l'environnement et surtout des champs nouveaux pour la criminalité en matière de faux médicaments, de trafic de masques. Alors là, on est vraiment dans le contexte sanitaire. Et puis également tout ce qui peut concerner le trafic de déchets, qui est un enjeu majeur de ces prochaines années. La priorité, bien évidemment, et la priorité va rester la réduction de la délinquance du quotidien, et notamment les incivilités qui pourrissent bien souvent la vie de la population, avec également la lutte contre les trafics de produits stupéfiants. C'est une menace importante. Au niveau mondial, c'est la première menace en termes criminels. Une insécurité, bien évidemment, qui va concerner tous les territoires urbains, les territoires suburbains, et puis des territoires un peu plus ruraux, avec également la problématique des quartiers, et des quartiers qui se dégradent en dépit d'une politique assez offensive, notamment je pense à la mise en place des quartiers de reconquête républicaine. Et puis, un problème important également, c'est les violences. La violence de la société, la violence aux personnes qui croissent inexorablement. Un chiffre, augmentation des violences aux personnes, plus 23% en 5 ans, plus 38%, en 10 ans, avec en contrepoint un délitement clair des valeurs élémentaires de la vie sociale. Et puis, bien évidemment, les violences faites aux femmes. C'est un vrai sujet. Une femme décède tous les 3 jours. C'est un point qui doit être pris en compte, qui est pris en compte et qui doit être encore pris en compte. Autre menace pour notre société, alors ce qu'on appelle, ce qui est inquiétant, c'est les nouvelles formes de radicalité. Alors je pense à l'ultra-droite et plus encore à l'ultra-gauche. C'est Laurent Nunez, le coordonnateur du renseignement, qui, dans un article récent, je crois que c'est dans le Figaro, mentionnait que 170 sabotages avaient eu lieu, imputables à l'ultra-gauche, depuis moins d'1 an. C'est des relais de téléphonie, c'est des symboles de l'État, c'est des sites Enedis qui sont endommagés ou détruits. C'est l'action des Black Blocs, c'est l'action des zadistes, c'est l'action d'une frange extrême des Gilets jaunes. Ce sont les mouvances animalistes ou environnementalistes. Et avec une hybridation, une synthèse de toutes ces mouvances radicales. Autre risque, bien évidemment, c'est le risque terroriste d'origine sunnite. C'est le risque le plus important, qui va s'inscrire dans la durée. Je pense que là, on s'inscrit sur le temps long. C'est un risque, vous le savez, vous l'avez constaté, on l'a tous constaté, hélas, de plus en plus endogène. Ce sont les frustrés du djihad, ce sont les personnes qui se radicalisent en prison, ce sont les combattants de retour du Proche-Orient, ce sont des individus également qui présentent des fragilités psychologiques. Rappelons-nous quand même qu'il y a eu 20 attaques terroristes en France depuis 2015. Et puis ce sont également les risques, bien sûr, liés à la pression migratoire qui nous oblige aussi à une sécurisation, bien sûr, des frontières de l'UE, mais également des frontières de notre pays. Et puis, dans les autres risques, pour ne pas être trop long sur ce sujet, c'est la criminalité organisée. Là, on est sur de la criminalité traditionnelle, avec des groupes endogènes, et puis également des groupes criminels, des organisations criminelles internationales qui sont très présentes en Europe, qui sont très présentes dans notre pays, qui viennent bien souvent d'Europe de l'Est, et qui traitent un certain nombre
de faits criminels comme la traite des êtres humains, comme les cambriolages sériels et qui touchent notre pays. Et puis enfin, un mot, c'est le risque cyber. C'est un des principaux risques en ce 21e siècle, c'est la malveillance, c'est l'usurpation de données, le vol de données, des entreprises de désinformation également, avec une dimension incontournable, une dimension internationale tout à fait incontournable. Voilà, donc on est vraiment dans un monde de risques, de menaces, un monde de crise, avec, comme je le disais, une hybridation progressive de ces menaces. Donc ça nous oblige quand même à revoir clairement nos modes d'action. Exigence également de sécurité qui va être exprimée par la population. Ça, c'est ce qui est indiqué dans ce livre blanc. J'ai parlé des évolutions un petit peu sociologiques, une transformation spatiale de la territoriale de notre pays. 85% des Français vivent dans des aires urbanisées ou moyennement urbanisées. Autre point, une transformation sociologique majeure, c'est le vieillissement de la population. 23% de la population actuellement a plus de 60 ans, avec un sentiment très fort d'insécurité dans cette classe d'âge. Et ça ne fait que croître. Et bon, les chiffres de la natalité qui nous ont été communiqués hier, eh bien, nous font penser que ce trend, cette tendance va se poursuivre et que ce sentiment d'insécurité restera très fort. À contrario, il y a des départements, les départements ultramarins connaissent une augmentation de la natalité, 42% en Guyane, 42% de la population a moins de 19 ans. Exigence de sécurité, donc je le disais, exprimée par la population, une population qui voit devant elle une augmentation des violences, je l'ai dit, une augmentation également des violences contre les forces de l'ordre. Il y a eu 34 000 faits de violences contre des policiers l'année dernière, 11 000 faits en gendarmerie, donc en augmentation de 6%. Également, une forte augmentation des violences contre les sapeurs-pompiers, plus 19%. Un chiffre, c'est en gros, pour la gendarmerie, c'est 20 gendarmes qui sont agressés chaque jour. Donc, c'est vraiment cette montée de la violence qui inquiète le plus la population. Et cette montée de la violence, hélas, le livre blanc le stipule clairement, c'est aussi le déclin des corps intermédiaires qui doit être relevé. Alors on parle des syndicats qui sont discrédités, qui ne jouent plus, notamment dans les manifestations, le rôle de médiation. C'est l'atomisation de la société française, sa fracturation, et tout cela aura des répercussions sur le devenir de la sécurité en France et de nos politiques publiques de sécurité. La relation avec la population, c'est primordial, et le livre blanc insiste sur cette relation de confiance qui doit exister entre les forces de l'ordre et la population. C'est essentiel pour conduire des politiques publiques de sécurité. La relation de confiance, alors là, c'est une affirmation très personnelle, la relation de confiance avec les forces de l'ordre, eh bien, la confiance, je pense que la majorité des Français ont confiance dans leurs forces de l'ordre, et je pense que la majorité des Français sont conscients des difficultés des forces de l'ordre dans une mission qui se complexifie. Par contre, ce qu'il faut faire, je pense, et c'est évoqué également dans ce document, eh bien, c'est améliorer la communication, améliorer l'information des forces de l'ordre vis-à-vis de nos concitoyens. Le panel de citoyens qui avait été sollicité place Beauvau faisait état de sa méconnaissance des forces de l'ordre, de l'organisation des forces de l'ordre. Et en fait, il disait qu'il n'avait tendance à retenir que les aspects négatifs
de leur action. Donc la relation, elle va dans les deux sens. Il faut que les citoyens se mobilisent aussi pour la sécurité intérieure, pour les questions de sécurité. Il va falloir les sensibiliser. Ça, c'est quelque chose de fondamental, qu'ils soient acteurs de la sécurité. Et pour ça, il faut mettre en place des dispositifs. Il y a des dispositifs qui existent, des dispositifs de participation citoyenne dans les communes. Il faut peut-être plus d'intervention dans les établissements scolaires, et établir des programmes éducatifs. Là aussi, l'imagination est au pouvoir et il faut travailler sur cette meilleure attractivité des métiers de la sécurité intérieure. Et puis également, ce sont tout simplement favoriser l'engagement des citoyens sur les questions de sécurité. Et l'engagement, il y a quelques bons moyens quand même pour s'engager en matière de sécurité. Je pense tout simplement aux réservistes, à la réserve, hein, la réserve de la gendarmerie, la réserve de la police. Il y a la gendarmerie a une force de réserve qui travaille et qui est complètement impliquée dans les missions opérationnelles du quotidien. On est clairement passé d'une réserve de masse, la réserve qui pouvait exister il y a 30 ans, à de la réserve d'emploi. C'est 30 000 réservistes qui actuellement sont au sein de la gendarmerie. Et il y a, par exemple, dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes, plus de 3500 réservistes qui œuvrent au quotidien, tout au long de l'année, avec leurs camarades de l'active. La police nationale a également une réserve. Alors, la police nationale, le livre blanc le dit, il y a des grosses marges de progression au niveau de la réserve de la police nationale. Ils sont actuellement 7000, quasi exclusivement, pas que, mais quasi exclusivement quand même, composés d'anciens policiers. Et l'idée, c'est d'arriver à 20 000 réservistes. La gendarmerie, elle, devrait arriver à 40 000 réservistes d'ici quelques mois. Voilà, donc c'est important de favoriser le recrutement des réservistes. Je pense que c'est très important et c'est vraiment quelque chose qui favorise l'engagement des citoyens. Donc il y a un rôle également d'information, information également vis-à-vis des chefs d'entreprise avec nos conseillers réserve entreprise. C'est très important. On a passé un certain nombre d'accords au niveau national ou au niveau régional avec les CCI, avec le MEDEF, avec la CPME, avec les chambres de commerce, je l'ai déjà dit. Donc, il y a vraiment une dynamique et on sent de plus en plus de chefs d'entreprise vraiment acquis à cette idée d'avoir en son sein des réservistes de la police, de la gendarmerie ou des armées, bien évidemment. Également, un autre point dans ces relations avec la population, c'est la sécurité du quotidien. La sécurité du quotidien, c'est ce qu'on appelle la police de sécurité du quotidien, la PSQ. Et c'est depuis 2017 officiellement le principe d'action de la politique publique de sécurité. Je ne sais pas si c'est vraiment une culture si nouvelle que ça, parce qu'on a pratiqué dans le passé déjà de la police de proximité. La gendarmerie a toujours eu à cœur de travailler au cœur de ces territoires et en proximité avec la population. Mais en tout cas, cette police de sécurité du quotidien qui a été voulue par le président de la République, c'est en tout cas une orientation opérationnelle plus marquée et visant à territorialiser la sécurité et puis à s'ouvrir. Alors, c'est peut-être ce qu'on ne faisait pas trop avant, c'est à s'ouvrir, à développer des partenariats et puis susciter l'initiative de la population. Je pense que c'est bien sûr l'essence du métier
de gendarme. L'essence du métier de policier, c'est connaître son territoire, être proche de la population, être proche des élus, des maires qui sont en fait les acteurs pivots de la sécurité dans leur commune, mais c'est également favoriser toutes les relations avec la population, les commerçants, les transporteurs, les bailleurs. Donc il faut trouver aussi des moyens, des cénacles locaux, des dispositifs pour eh bien, mettre tout le monde autour de la table et se parler. Je sais que ça se fait dans différents endroits. Voilà, l'échange avec les élus, avec la population, la proximité, consacrer du temps au contact avec la population. La gendarmerie a mis en place des brigades territoriales de contact, la police a d'autres dispositifs. Euh, on passe clairement d'une police d'intervention réactive à une forme de police plus proactive et une police un peu plus de proximité. Et puis, bien sûr, la communication, bon, on pourra y revenir, mais je pense que ça, c'est important, c'est fondamental pour faire passer un certain nombre de messages. Je voulais dire un mot sur les relations avec les acteurs économiques et les organismes publics, parce que c'est clairement mentionné dans le livre blanc. C'est un point important. La protection des acteurs, là je cite le livre blanc, devient un enjeu de premier plan. Les acteurs économiques, les chefs d'entreprise, quelle que soit la taille des entreprises, ont des attentes croissantes en matière de sécurité, car les risques, les menaces sont de plus en plus nombreuses, notamment en matière de cyber, en matière de prédation économique. On a des groupes criminels qui sont à l'affût, on a des États-puissances également qui sont à l'affût, et il faut bien évidemment accompagner les chefs d'entreprise. Alors, les très grosses sociétés ont des systèmes de sécurité interne, des directeurs sûreté, mais je pense à des entreprises plus moyennes, eh bien, ils n'auront pas ces directeurs sûreté et ils devront s'appuyer sur l'extérieur et ils pourront s'appuyer notamment sur des réseaux. En gendarmerie, c'est le réseau des SECOP, c'est Sécurité économique et protection des entreprises. Et là aussi, des partenariats existent avec le MEDEF et puis avec la CPME. Hein, les plus vulnérables, c'est clairement les PME et plus encore les TPE. Je pense notamment à des startups à forte valeur ajoutée. Il faut vraiment, travailler dans ce sens. Alors, je parlais du risque cyber. Simplement, à ce niveau-là, il faut savoir que à peu près 80% des entreprises ont déjà été attaquées au niveau cyber et que 35% des incidents sont dus à leurs collaborateurs, 65% c'est de la malveillance. Donc il y a des efforts de formation à faire, des efforts de formation en interne. La gendarmerie, la police également, je connais moins leurs dispositifs, mais en tout cas la police et la gendarmerie peuvent travailler à cela. La sécurité en entreprise, les directeurs sûreté en entreprise font clairement partie du continuum de sécurité. D'ailleurs, le club des directeurs sûreté en entreprise, le CDSE, eh bien, c'est vraiment félicité à la publication du livre blanc de cet engagement de l'État vis-à-vis des entreprises. Alors, je vais passer rapidement, parce que l'heure tourne, mais je vais passer rapidement sur les grandes orientations opérationnelles des forces de sécurité intérieure, parce qu'on a vu, on a vu les menaces, on a vu tout cet environnement un peu difficile, et bon, il n'y a pas de surprise majeure sur le volet des orientations opérationnelles des forces de sécurité intérieure. C'est bien sûr la lutte contre les trafics de stupéfiants, parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est une économie criminelle qui est
une économie criminelle importante. C'est au niveau de l'Union européenne 24 milliards d'euros par an, 3,2 milliards d'euros estimés en France. C'est la lutte contre les violences aux personnes, les violences intrafamiliales, les violences conjugales, le proxénétisme des mineurs. C'est un problème important, c'est un problème qui est important également en ces temps de Covid. Les violences intrafamiliales ont augmenté, elles ont augmenté au niveau national. Et j'ai lu récemment dans la presse, dans le Progrès, une interview de mon successeur, le général Tavel, qui mentionnait que l'année dernière, eh bien, il y avait eu une augmentation en région Auvergne-Rhône-Alpes de 20% des violences intrafamiliales. Donc, c'est un point également très important. Je soulignais tout à l'heure les atteintes à l'environnement. Ça fait partie clairement des priorités. La criminalité écologique fait partie des priorités, avec un office de lutte contre les atteintes à l'environnement et la sécurité publique qui existe depuis plusieurs années maintenant, qui a été confié à la gendarmerie et qui devrait devenir, en tout cas c'est la proposition qui émane de ce livre blanc, un service à compétence nationale, donc avec des effectifs renforcés, un volet encore plus interministériel, et pour s'attaquer notamment à tous les trafics internationaux que j'évoquais tout à l'heure. C'est une des activités criminelles les plus lucratives, hein, après la drogue et après les contrefaçons. La sécurité numérique également, on l'a évoqué, c'est un enjeu, c'est l'enjeu, un des enjeux en matière de criminalité pour les années à venir. On peut dire que la cybercriminalité, c'est la criminalité du 21e siècle. Hein. Et ça touche les entreprises, mais ça touche également tous les foyers français, quand on sait que plus de 80% des foyers français sont connectés. Donc là, il faut, je crois que c'est le terme d'ailleurs qui est évoqué dans le livre blanc, c'est une véritable conscience nationale de sécurité numérique qu'il faut mettre en place, qu'il faut bâtir, avec le ministère de l'Intérieur, bien sûr, et puis avec l'ANSSI, hein, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. La lutte contre le terrorisme et la radicalisation, eh bien ça, bien évidemment, c'est une priorité, hein, une priorité importante pour le ministère de l'Intérieur. Ça passe par conforter l'architecture des services de renseignement qui ont été réformés plusieurs fois depuis 2008. C'est accroître la compétence juridique d'un certain nombre de services, et tout ça sous le chef de fila de la DGSI. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Je ne rentre pas dans le détail, mais vous comprenez que c'est vraiment pour le pays un enjeu stratégique et un enjeu de sécurité nationale. Autre point également, la lutte contre la délinquance financière. Ça, c'est quelque chose qui a été rappelé dans le livre blanc, parce que on est encore un peu faible dans ce domaine-là. Il y a des unités qui existent, mais toutes ces forces qui existent, que ce soit côté police nationale, que ce soit côté gendarmerie, sont sous-dimensionnées. Il manque encore de la coordination interministérielle. Donc la délinquance financière internationale, il y a des champs devant nous tout à fait importants. Un point important également, c'est la sécurité des mobilités. Ça, c'est quelque chose alors je l'ai trouvé, il y a plusieurs lignes, plusieurs dizaines de lignes sur ce champ-là. Ça a été une de mes préoccupations pendant mon commandement ici dans cette région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque nous sommes vraiment dans une
dans une région carrefour, hein, avec de vastes territoires, des zones métropolitaines, des espaces, tout un dégradé d'espaces rural, urbains et métropolitains. Donc, la sécurisation des déplacements des personnes et des biens, c'est un défi majeur. Il touche vraiment les transports de marchandises, transport de voyageurs, le ferroviaire, les réseaux routiers, le fluvial. Dans notre région, le fluvial doit être pris en compte, hein, avec le Rhône. Donc là aussi, c'est toute une réflexion qui a été développée au niveau central, qui doit encore s'accélérer. Et l'idée du livre blanc serait de confier notamment le suivi des autocars longue distance à la gendarmerie pour les lignes nationales, les autocars longue distance internationaux à la police nationale, tout ce qui est bus urbain à la police nationale, ce qui est assez logique, et à la gendarmerie, tout ce qui est interurbain. Le transport du fret, le transport fluvial, je le disais, c'est important. La gendarmerie a mis en place un centre national de sécurité des mobilités il y a 3 ans à Paris, et toutes les régions ont décliné ce centre zonal, et il a été mis en place à l'été dernier à Lyon. Donc c'est vraiment un défi quand on pense que la région Auvergne, c'est 3700 km de voies ferrées et 150 km de routes, d'où l'idée de partenariat, parce que là aussi, on ne peut pas travailler tout seul. Donc des partenariats internes sous l'égide des préfets, avec les douanes, bien évidemment, avec la police aux frontières, et puis des partenariats avec la Fédération nationale du transport de voyageurs, avec les grands opérateurs que sont la SNCF ou d'autres. Et je pense que là, il y a des enjeux majeurs de sécurité, parce que là, le sentiment d'insécurité est particulièrement fort dans les transports en commun. Voilà sur les grands champs opérationnels. Maintenant, un autre point qui est la réponse aux crises contemporaines. Alors, je vais être assez rapide. C'est un point qui mériterait, je pense, un travail encore plus en profondeur. Le livre blanc l'évoque, mais je pense que là, on peut aller plus loin, puisque les crises, vous le sentez tous, vous l'avez vu tous, se sont multipliées ces dernières années, et on a l'impression qu'on est vraiment maintenant dans la crise, c'est quasiment le temps normal. La crise terroriste, il y a eu la crise des Gilets jaunes, la crise après la réforme des retraites, tout ce qui est lié bien évidemment à la crise sanitaire. Donc, il y a vraiment une réflexion sur la crise à conduire avec la police, la gendarmerie, la sécurité civile, et puis en interministériel. Et dans ce contexte de crise, bien évidemment, le livre blanc bien rappelle quand même que la coordination des différents états-majors opérationnels a lieu à Paris. Hein, ça, c'est avec le centre de veille du ministère de l'Intérieur. Ça a été le cas de la DGGN, la direction de la gendarmerie, pendant la crise du Covid, qui avait mis en place un centre de veille opérationnel et qui est en train de mettre en place un centre national des opérations. C'est à l'étude, qui serait un peu l'équivalent, toutes choses égales par ailleurs, du centre de planification et de conduite des opérations de l'état-major des armées. Ça, c'est au niveau central. Hein. Il y a un centre de crise
à Beauvau, qui, pour les crises qui relèvent du ministère de l'Intérieur, est activé, bien évidemment. Et puis, ce centre de crise, Beauvau accueille également ce qu'on appelle la CIC, c'est la cellule interministérielle de crise, donc, qui est ouverte sur décision du Premier ministre. Donc ça, c'est au niveau central. Au niveau déconcentré, bien évidemment, le livre blanc demande à ce qu'on renforce le rôle du préfet, notamment au sein de son état-major, des centres opérationnels de défense dans les départements. Il faut renforcer l'analyse territoriale, il faut renforcer la formation des experts qui prennent part à ces COD. Et puis au niveau des zones de défense, à Lyon, par exemple, eh bien, il faut renforcer le rôle également du préfet délégué à la sécurité pour tout ce qui concerne les crises qui peuvent être à l'intérieur de la zone de défense, hein, avec notamment un renforcement des états-majors de zone. Et en parallèle, la mise en place, c'est en cours, s'agissant de la gendarmerie, de centres zonaux de planification et de gestion de crise, qui vont être les structures miroirs des centres opérationnels parisiens. Voilà ce que je voulais vous dire sur la gestion de crise. Autre point abordé dans ce livre blanc sont ce qu'on appelle les acteurs du continuum de sécurité. Alors, le continuum de sécurité, c'est donc toutes les entités, toutes les forces qui ont attrait à la sécurité. Alors, ça va des forces régaliennes, comme la police, comme la gendarmerie, mais également aux autres forces, à la troisième force de sécurité, c'est-à-dire les polices municipales, mais aussi au secteur de la sécurité privée. Alors, il y a un point qui a été fait dans ce livre blanc, bien sûr, sur les maires, qui sont les acteurs primordiaux de la sécurité, bien sûr, dans la commune. Le maire, c'est le pivot de la sécurité dans sa commune. Donc, il y a un certain nombre de mesures qui sont proposées pour renforcer les pouvoirs du maire, notamment en matière d'incivilité, en matière de confiscation de biens mobiliers, par exemple dès lors qu'il y a des rodéos. Également, une expérimentation, hein, qui devrait avoir lieu pendant 3 ans pour les polices municipales d'au moins une vingtaine d'agents, où là, on expérimentera donc cette extension de compétences des polices municipales, et notamment la transmission directe des procès-verbaux du chef de la police municipale au procureur de la République, sans passer par la case gendarmerie ou par la case police. Les polices municipales, c'est quelque chose d'important. C'est la troisième force, comme je disais. C'est 23 000 policiers municipaux, c'est 4 500 communes, plus de 4 500 communes qui sont détentrices d'une police municipale. Donc, important de travailler à renforcer les compétences de ces polices municipales, qui doivent vraiment travailler en intelligence avec les forces de police ou les forces de gendarmerie. Hein. Très clairement, c'est de la complémentarité, et ce n'est pas parce qu'on met une force de police municipale qu'on va dégager les effectifs de police ou les effectifs de gendarmerie. Non, l'intérêt, c'est une meilleure sécurité, c'est clairement dit dans le livre blanc, et c'est une complémentarité encore plus forte entre ces différentes forces. La sécurité privée également fait partie intégrante du continuum de sécurité. Sécurité privée, c'est 180 000 personnes. C'est un secteur en plein développement, mais c'est un secteur aussi qui est mal structuré. C'est un secteur atomisé. Il y a 36 entreprises
qui font 43% du chiffre d'affaires, alors qu'il y a des milliers d'entreprises. Il y a aussi beaucoup d'auto-entreprises de sécurité privée. Donc là aussi, il faut travailler à améliorer cette sécurité privée, travailler également sur la sous-traitance en matière de sécurité privée, surveillance de cette sous-traitance, formation également des agents de sécurité privée. C'est important parce que ça touche vraiment des domaines très, très, très divers, hein. Ça va de la protection-surveillance, contrôle des passagers, contrôle des transports terrestres, mais ça peut aller, il y a des entreprises vraiment de haut niveau en matière de sécurité qui vont travailler sur la cybersécurité et qui vont être des sociétés également de conseil en matière d'intelligence économique. Donc il y a vraiment, c'est un kaléidoscope, il y a vraiment de tout, et il est important quand même de renforcer cette sécurité privée, d'autant plus qu'on en a besoin. Les forces régaliennes ne peuvent pas tout faire. Et il y a une échéance importante, c'est les Jeux Olympiques de 2024. Et bien, les Jeux Olympiques de 2024, on estime que 25 000 à 30 000 agents de sécurité seront nécessaires pour renforcer les forces de sécurité régaliennes. Donc, c'est quelque chose d'important qui doit être pris en compte. Les paradigmes doivent changer parce que la profession a des marges de progression, mais se structure de plus en plus. Il faut vraiment la réguler. Et je pense que là, on pourra à l'avenir travailler en toute complémentarité. Maintenant, il faut que les esprits s'ouvrent à ça. C'est pas dans la tradition française, mais je pense que le régalien doit pouvoir travailler avec la sécurité privée. En tout cas, c'est ce qui ressort très clairement au travers de ce livre blanc. J'évoquerai maintenant, je pense que je suis toujours dans les temps, j'évoquerai maintenant des choses un petit peu plus qui peuvent nous toucher encore un peu plus. C'est par exemple tout ce qui peut concerner la répartition territoriale des forces de sécurité intérieure. Alors ça, c'est un sujet toujours un petit peu chaud. Le livre blanc de la sécurité intérieure indique que l'organisation territoriale doit prendre en compte l'évolution des mouvements démographiques. Dans le passé, je ne sais pas si vous le savez, les plus avertis le savent, notamment de 2003 à 2006. Donc il y a eu une révision des zones de compétences entre la police et la gendarmerie. Ça a été initié dans 66 départements avec un transfert de 219 communes en zone de police et 121 communes en zone de gendarmerie. J'étais commandant de groupement à cette époque dans la Sarthe et, titre d'exemple, la ville de La Flèche qui était en zone police. Il y avait un tout petit commissariat, il devait être une cinquantaine de fonctionnaires de police. Et bien, La Flèche est revenue en zone gendarmerie, et en périphérie du Mans, 2 communes ont été attribuées à la police nationale. Qu'est-ce que constate ce livre blanc? Le livre blanc, c'est qu'il y a des évolutions majeures, des évolutions démographiques majeures en zone gendarmerie. La zone gendarmerie a concentré de 2014 à 2019 les 2/3 de la croissance démographique du pays. Donc c'est quelque chose d'important. La gendarmerie, maintenant, c'est 95% du territoire national, sa zone de compétence, et c'est 51%, 52% de la population française.
La zone gendarmerie, c'est également des territoires divers, des zones rurales profondes, certes, mais aussi des zones urbanisées en périphérie des grands centres urbains. Je prendrai l'exemple du Grand Lyon. Grand Lyon, c'est la métropole, c'est 59 communes. Et bien sur les 59 communes, il y a 39 communes en zone gendarmerie. Certes, ce ne sont pas les plus importantes, mais toute la périphérie, de Lyon, une grande partie de la grande périphérie de Lyon est en zone gendarmerie. D'où la nécessité de définir une méthode pertinente de partage des zones de compétences entre la police et la gendarmerie. Alors, actuellement, en zone police, ce sont les communes de plus de 20 000 habitants qui ont une délinquance identique aux zones très, très urbanisées. Et si plusieurs communes font à elles seules plus de 20 000 habitants, elles doivent former un ensemble urbain, une continuité urbaine pour pouvoir prétendre être en police nationale. Alors, l'idée du livre blanc, c'est d'augmenter le seuil de 20 000 à 30 000 habitants, et voire même entre 30 et 40 000 habitants, prendre la force la mieux adaptée entre 30 000 et 40 000 habitants. Mais la zone gendarmerie irait jusqu'aux communes de 30 000 habitants. Alors le critère de délinquance, le critère n'est plus nécessairement pertinent parce que la délinquance s'uniformise. Donc, il est important également de travailler sur le service rendu à la population, sur la qualité de la production de la sécurité, la réalité des territoires, et puis prendre en compte également l'avis des élus. Ça, c'est clairement exprimé dans le livre blanc. Ça a été rappelé par le ministre également. D'ailleurs, il l'a compris. Il était allé sur Toulouse et sur Toulouse, il y a une agglomération, une métropole avec 4 communes en zone police et puis tout le reste des communes, une trentaine de communes autour qui sont toutes en gendarmerie. Et l'idée qu'il avait évoquée, qu'il avait présentée, c'était d'unifier un peu toutes ces communes autour de Toulouse en zone de police. Bon, là, il y a eu une montée au créneau assez véhémente des élus de la métropole toulousaine. Bon, rien n'était acté, mais il est sur un tel dispositif, et on a assez dit ces derniers temps toute l'importance, tout le crédit qu'on accordait aux élus locaux et notamment aux maires. Eh bien, il est tout à fait logique que les élus soient partie prenante à la décision en matière de zone de compétences. Alors, le texte, le livre blanc va plus loin puisqu'il est clairement dit, également que la gendarmerie pourrait reprendre certaines circonscriptions de police isolées à faible effectif, y compris, c'est écrit, y compris des chefs-lieux de département. Alors là, ça serait quelque chose de tout à fait novateur. Je pense que ça peut être la Lozère, ça peut être la Creuse, où il n'y aurait plus de commissariat de police. Ce qui n'est pas illogique parce que la police dans ces départements est complètement isolée. Ce sont des départements, il y a 300, 400 gendarmes, il y a un petit commissariat à 50 et 60, et la police est insuffisamment présente, et dès lors qu'il y a un événement, eh bien, elle ne peut plus gérer la sécurité au quotidien. Et on est obligé de faire marcher le dispositif de la CORAD, qui est la coopération opérationnelle renforcée dans les agglomérations et les territoires. Et donc, c'est un appui que fait assez régulièrement la gendarmerie dans ce type de département.
Alors là, tout le monde n'est pas d'accord. Les syndicats de police ne sont pas d'accord sur cette rétrocession, si je puis dire, des chefs-lieux de département, de petits départements, de petites préfectures. Et puis, il y avait une opposition également, j'ai retrouvé ça, de l'ancien DGPN, qui disait que la police nationale, selon lui, devait avoir, entre guillemets, un siège social dans tous les départements. Voilà. Alors ça, c'est également un point important. De toute façon, ça fera l'objet, puisque le ministre l'a rappelé dans sa lettre d'accompagnement au livre blanc, ça fera l'objet de réflexions. Je ne pense pas que ça fera, je ne sais pas si ça fera l'objet des réflexions du Bureau de la sécurité, je ne pense pas, mais ça fera de toute façon l'objet de réflexions plus abouties dans un futur proche. Il y a un petit codicile également. Il y a une chose que je voudrais rajouter en termes de répartition des forces de sécurité intérieure. Ça, c'est répartition, nouvelle répartition, nouvelle organisation de deux entités qui sont importantes, dont on n'a pas, que je n'ai pas évoqué. C'est la création qui est évoquée dans le livre blanc de la sécurité intérieure d'un service commun, d'un service à compétence nationale, gendarmerie dédiée à la cyber, donc un service sous l'égide de la gendarmerie qui en gerberait tout ce qui concerne les entités cyber de la police et de la gendarmerie, avec en parallèle donc un service à compétence nationale lié à la PTS. Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore, on ne découvre pas, mais enfin c'est quelque chose qui est une source peut-être de friction. En tout cas, c'est quelque chose qui est, vous l'avez peut-être vu dans la presse, ou en tout cas dans la presse professionnelle. Vous avez pu voir que c'était un sujet vraiment d'attention, de vigilance. Quid de ces services à compétence nationale, de PTS, sous gouvernance de la police nationale, alors que bien évidemment la gendarmerie a des structures propres, et notamment un institut de premier plan qui est l'IRCGN. Donc voilà, on a des interrogations sur ce service, comme on a des interrogations sur le service qui devait revenir à la gendarmerie, qui devrait revenir à la gendarmerie, donc ce service à compétence nationale cyber, comment travailler en coordination, en intelligence avec des services de la police qui sont déjà très structurés, très anciens. Je pense à l'OCL CETIC. Voilà, donc là, je pense qu'on a un sujet de vigilance, un sujet d'interrogation. C'est vrai que la gendarmerie est très allante sur le cyber, mais en matière de PTS, eh bien, nous n'avons rien à redire également. L'organisation est différente de la police nationale. Nous avons une structure plus intégrée. Donc, je pense qu'il faut travailler encore pour éclaircir tout ça. Mais je pense qu'il va falloir être très vigilant. Comme il faudra être très vigilant sur tout ce qui peut concerner les mutualisations, les externalisations, parce qu'on sait très bien que mutualisation et externalisation, en temps de crise, eh bien, c'est là qu'on voit les limites, et on est bien content d'avoir des capacités de redondance. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette question d'organisation et de répartition territoriale. Il y a également quelque chose je ne suis pas trop long. Si Émilie veut. Ouais. On a quand même pas mal de questions. En fait, votre exposé amène pas mal de questions. Ça a commencé dès le début avec Madame Blantailleur qui a posé une question sur le Beauvau de la sécurité quand vous exposiez en fait le livre blanc, sa constitution, sa validation par Castaner. Et vous avez Alors, parlé du Beauvau de la oui. sécurité. Donc, quand est-ce que c'est prévu selon vous?
Alors, selon moi, enfin selon moi, plus que selon moi, ça va débuter ces prochains jours. Ça va s'étendre sur 5 mois. Hein, ça va de janvier au mois de mai. Et ça va s'articuler donc des séquences, je crois, sur à Beauvau, des séquences sur le terrain, autour de ce que Gérald Darmanin, le 1er décembre de mémoire, à l'Assemblée nationale, en commission, il avait évoqué les 7 péchés capitaux des forces de l'ordre, de la police, des forces de l'ordre, et notamment tout ce qui avait trait à la formation, tout ce qui a trait au renforcement de l'encadrement intermédiaire, tout ce qui a trait au matériel, aux images. Alors ça, c'est toute la problématique des caméras piétons, la question des inspections générales également. Hein, vous savez que ça a pu faire débat, ça peut faire débat. Le sous-dimensionnement également des effectifs au maintien de l'ordre. Et puis également encore le lien avec la population, avec le ministre avait évoqué une augmentation des réserves aussi de la police nationale à cet égard. Donc il va y avoir des réunions à Paris, des échanges avec des représentants de la gendarmerie, des représentants de la police, des représentants syndicaux de la police. Je crois il y aura des visites également il y aura vraisemblablement des visites sur le terrain, et tout ça va être organisé sur 5 mois. Voilà. Et ça, ça a été décidé par le président de la République. Et un petit élément en fait que Monsieur Boyer pose, et puis même moi je ne sais pas, est-ce que les pompiers font partie du livre blanc et un peu toute cette politique de sécurité intérieure? Alors, les pompiers, j'ai peu évoqué les pompiers parce qu'ils sont pas, clairement, ils sont pas très présents dans le livre blanc. On les retrouve sur les aspects budgétaires, etc., sur les aspects volontariat. Également, quand on parle de l'engagement, j'ai parlé de l'engagement, j'aurais pu parler des 190 000 de mémoire pompiers volontaires. Ça, ils sont évoqués, mais très franchement et très honnêtement, le livre blanc fait la part belle à la police et entre guillemets à la police et à la gendarmerie. On parle de la sécurité civile, on parle de la DGS-CGC à certains éléments du livre, à certains moments du livre, pardon, mais c'est pas vraiment le cœur du débat. Ok, on a aussi une question en fait de Madame Fernandez sur justement le ressenti et le réel par rapport à ce que nous renvoient les médias ou les annonces politiques. En fait, on voit qu'il y a une évolution, ce que Madame Hugonot après pose comme question, c'est qu'on a en fait une distorsion entre le réel et le ressenti, mais on a aussi un ennemi qui était visible, qui devient invisible avec les risques cyber que vous avez évoqués. Comment faire en fait pour avoir non pas une analyse blanche ou noire, mais un peu une analyse grise de cette situation sécuritaire et prendre les meilleures décisions dans l'application de cette politique intérieure? Bon, très clairement sur ce que j'ai évoqué, l'ennemi insidieux, le cyber, c'est quelque chose de fondamental. Je pense que là, c'est un champ complètement ouvert. On en est qu'au début. Et là-dessus, il faut travailler, il faut investir. Il faut investir des moyens supérieurs à ce qu'ils sont en matière de lutte contre la cybercriminalité. Il faut, il faut développer des compétences que l'on n'a pas. Et là aussi, la question est intéressante parce que on voit bien que ce soit les commissaires de police, hein, le corps de conception de la police nationale, que ce soit les officiers de gendarmerie, il y a très peu finalement d'officiers scientifiques. Et le livre blanc, mais là c'est une politique qui avait été engagée par la gendarmerie il y a quelques années avec le précédent directeur général, c'est d'ouvrir un recrutement plus fort à des officiers de carrière ou sous contrat
scientifiques. On manque de scientifiques. Dans nos forces, on a beaucoup de juristes, on a beaucoup d'anciens étudiants en droit, on a des masters 2, en veux-tu, en voilà. Mais c'est bien d'avoir des juristes, mais c'est important également quand même d'ouvrir notre recrutement et d'avoir également des scientifiques, des ingénieurs qui soient capables de travailler sur toutes ces questions, comme soient capables de travailler également sur tous les algorithmes et toute l'intelligence artificielle, parce que la donnée, la maîtrise de la donnée, l'exploitation de la donnée, c'est quand même quelque chose qui va être fondamental, qu'il l'est déjà, ces prochaines années. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Alors, l'insécurité, il y a l'insécurité, on le dit, il y a le sentiment d'insécurité. L'insécurité, il y a des zones, elle est patente, hein, il ne faut pas se voiler la face. L'insécurité est patente. Et puis parfois cette insécurité patente se transforme à d'autres endroits en sentiment d'insécurité parce qu'il y a des chambres d'écho. Je pense, et là c'est l'ancien chef du service de communication de la gendarmerie qui parle, je les ai bien fréquentés, les chaînes continues. Je pense que les chaînes continues créent un climat également peuvent créer un climat très anxiogène. Et puis, ces chaînes, bien souvent, même si elles s'en défendent, suivent aussi les grandes tendances des réseaux sociaux. Et là aussi, il y a toute une alchimie qui se fait et qui renforce aussi, qui peut renforcer aussi ce sentiment d'insécurité. Quand je dis ça, je ne veux pas dire pour autant, je ne nie pas que la violence augmente. Ça, c'est un fait. Il y a moins de cambriolages. Il y a eu cette année, en 2020, il y a eu, alors crise du Covid oblige, il y a eu nettement moins de cambriolages, il y a moins de vols de véhicules. Mais par contre, tout ce qui est violence, c'est patent, augmente parce que la société aussi devient de plus en plus violente. Alors ça, on peut l'expliquer, les gendarmes peuvent l'expliquer, peuvent tenter de trouver des explications, les policiers aussi, mais je pense que là, c'est une approche un peu plus qui va au-delà de la police et de la gendarmerie, une approche sociale, sociétale. Et je voulais le dire dans ma conclusion, mais je peux le dire maintenant, sans jouer les Cassandres, il faut être optimiste, il faut croire quand même, croire en ce que l'on fait. Mais je pense qu'on est quand même à un point de bascule dans notre pays, hein. Le monde est aussi peut-être aussi un point de bascule, mais en tout cas le pays est un point de bascule social, sociétal et peut-être sécuritaire. Donc il faut faire très attention. Il faut avoir également de très de bons capteurs. Je pense qu'on a de bons capteurs. Et moi, je suis très heureux de voir quand même que, à part une minorité, mais une minorité agissante qui fait toujours beaucoup de bruit et qui va profiter notamment des réseaux sociaux. C'est quelque chose qu'on n'avait pas il y a 20 ans, ça, les réseaux sociaux. Et moi, je suis quand même, j'ai pu le voir là pendant 2 ans, j'ai sillonné la région, j'ai rencontré beaucoup de monde, j'ai rencontré des élus, mais pas que des élus, de la population, des commerçants, des chefs d'entreprise. Les forces de l'ordre, en l'occurrence, bon, c'était la gendarmerie que je représentais, mais les forces de l'ordre jouissent d'un crédit, jouissent de la confiance de la population. Alors, il y a parfois des affaires un peu douloureuses qui ne devraient pas avoir lieu, ce qu'on peut appeler des violences parfois illégitimes, des choses qui ne doivent pas avoir lieu, mais ça n'entache pas le crédit qu'ont les forces de l'ordre vis-à-vis de la population, de la majorité silencieuse qui se tait par définition, mais qui sait le travail qui est fait par la gendarmerie et les forces de l'ordre.
Émilie, c'est… Ouais. Donc justement, on a pas mal de questions sur la cyber, avec les partenariats avec les GAFA, avec la formation aussi qu'on peut avoir Oui, pour les élus ou les dirigeants d'entreprise que vous venez d'évoquer, oui. avec l'ANSSI qui permet justement d'avoir ces formations et ce recul, cette analyse aussi pour les chefs d'entreprise. Je vais aborder le point un peu sur tout ce qui est police municipale Oui. en gros, la police de proximité. On voit que les zones gendarmerie s'étendent, il n'y a pas de moyens en plus. Euh, Quelle est la place de la réserve dans tout ça? Et ensuite, la place de la police du maire avec donc le respect, la responsabilité. Faut-il armer ou pas les polices municipales? Enfin voilà, tout un peu ce lien de police de proximité. On voit en fait que on demande plus de missions, il y a moins de moyens, mais pour autant, on a plus de libre arbitre, on va dire, pour les polices du maire. Et puis, on a une réserve qui prend de plus en plus de place. Voilà. Est-ce que vous avez une analyse là-dessus? Oui, alors, sur la cyber, parce que rapidement, vous avez parlé de cyber, donc ce que je tiens à dire, ce qui est dans le livre blanc, je l'aurais dit un petit peu plus, je l'aurais dit après, l'idée du livre blanc, c'est d'augmenter de 50% le nombre de spécialistes cyber au sein de la police et de la gendarmerie. Donc, les cyber-enquêteurs. Quand vous voyez que, par exemple, la plateforme Pharos, la plateforme de signalement, il y a 27, il y a 27 enquêteurs de la police et de la gendarmerie. C'est rien. Donc, l'idée en matière de cyber, c'est de mettre le paquet et de renforcer, de doubler tous les effectifs. Je ne parle pas que de la plateforme Pharos, tous les effectifs qui travaillent sur le volet cyber et enquête cyber. Pareil, on est prêt, la gendarmerie en particulier, je sais que mon successeur le fait pareil, on est complètement disposé à informer, à former des chefs d'entreprise, faire des conférences, ça se fait sous l'égide des CCI, sous l'égide des représentations départementales ou régionales du MEDEF et de la CPME. Donc ça se fait, ça se fait bien. Les retours sont plutôt bons. Et puis là, on n'est pas dans de la théorie, on n'est pas dans des grandes idées. On fait du pratico-pratique à destination des chefs d'entreprise et notamment des petites PME qui sont les plus démunis dans ce domaine et qui sont les cibles prioritaires des cyberdélinquants. Sur la police de proximité, sur la réserve, moi, la police de proximité, alors, c'est connoté parce que politiquement, il y a eu cette police de proximité qui a été mise en place en 97 par Jean-Pierre Chevènement et Lionel Jospin. Alors le terme après est devenu un petit peu connoté, mais l'idée de proximité, l'idée d'aller au plus près du terrain, d'avoir une approche territorialisée de, de la sécurité publique. Bon, ben, c'est ce qu'a toujours fait, je le disais dans mon propos tout à l'heure, la gendarmerie. Alors, on a des gendarmes ils vivent dans le biotope local. Ils vivent avec la population, les familles sont sur place. Vous connaissez très bien notre système, je pense. Donc tout le monde vit sur place et je pense il se crée une véritable osmose, je ne sais pas si c'est une symbiose, mais en tout cas une osmose entre les gendarmes sur place et la population. Les gendarmes sont connus, voilà, ils sont connus et c'est bien qu'ils soient connus. Et les familles de gendarmes sont également connues. Et ces gendarmes, eh bien, ils vont travailler avec les élus, ils vont travailler avec les maires. Et je considère que les maires, c'est les premiers partenaires des commandants de brigade, c'est les premiers partenaires des gendarmes. C'est les maires, de toute façon, qui connaissent le mieux leur territoire. Et c'est les maires
qui diront si le travail il est fait, il est bien fait, ou s'il n'est pas assez bien fait, s'il n'est pas fait en profondeur. C'est-à-dire, il y a pas besoin de sondage d'opinion. Sondage d'opinion, c'est les maires qui nous le donneront, qui nous le donnent en direct. Donc, importance des maires, importance d'appuyer les maires. Ça, je pense que c'est fondamental. Et c'est valable dans des petites communes, c'est valable dans des communes moyennes, mais on l'a vu lors de la crise du Covid, on le voit encore, la gendarmerie, là, excusez-moi, je parlerai de ce que je connais le mieux. Bon, on s'est engagé dans une opération répondre présent pour aller vers la population, l'aider. On est là aussi pour aider les gens, c'est là pour servir, tout simplement. C'est l'âme de notre l'âme du gendarme, c'est notre c'est ce qu'on veut. Et on s'est rapproché dans ce cadre de cette opération, bien évidemment, des élus. On leur a rendu des services, des petits services logistiques quand il y avait des choses à transporter, etc. C'est tout simple, mais voilà, il faut être au plus près des élus. Et pour les questions de sécurité, eh bien, c'est pareil. On travaille avec eux, on travaille dans le cadre des CLSPD, qui sont peut-être à rénover aussi, les conseils locaux de prévention de la délinquance, peut-être qu'une meilleure association des citoyens, c'est certainement envisagé. Comme moi, j'ai eu une expérience, j'ai passé 3 ans au Canada, à Ottawa, et j'ai visité beaucoup de services de police canadiens. Eh bien, dans ces services, sur le terrain, j'ai assisté d'ailleurs à des réunions avec des élus, avec la population, et c'est très ouvert. Je pense qu'il faut qu'on fasse ça. Il faut donner des conseils à la population, il faut bien évidemment donner des informations en matière de prévention, il faut les écouter également. Alors, tout n'est peut-être pas réalisable, mais il faut écouter également ce que dit la population. Et tout ça se fait bien évidemment avec le maire. Le maire, et puis pour les communes les plus importantes qui en sont dotées avec la police municipale. Mais toutes les communes ne sont pas dotées non plus de police municipale, et puis de grosses polices municipales. Et bon, là, c'est nettement plus restreint. Et Émilie, vous évoquiez la réserve. La réserve, pour moi, c'est indispensable. Maintenant, c'est vraiment indispensable. On ne peut plus se passer de la réserve. Voilà, la réserve, c'est moi, quand je disais j'ai 15 000 gendarmes au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes, je disais 15 000 gendarmes d'actifs et de réserve. Voilà, ils font partie des effectifs. Chaque jour, c'est peut-être 150, 200 réservistes, 300 qui sont employés. Au plus fort de la crise des Gilets jaunes, je me rappelle le week-end du 1er ou du 8 décembre de mémoire 2018, on avait 600 gendarmes de réserve, des réservistes qui travaillaient avec les effectifs d'actifs. Voilà. C'est ça, ils font partie, ils font intégralement partie de la maison. J'ai oublié. Ouais. Un petit point, j'avais une question de M. Asquette, et M. Garcia a répondu sur la mutualisation des polices municipales. C'est bien entendu possible entre les mairies, par convention, de mutualiser les polices municipales. Absolument. Alors, c'est rappelé là dans le livre blanc, c'est encouragé de faire des polices municipales. Alors, je ne vais pas citer d'exemple pour ne pas, mais on peut imaginer des polices municipales intercommunales, comme on peut travailler les communautés de communes, les communautés d'agglomération peuvent travailler, mutualiser également la vidéoprotection. Je n'ai pas parlé de vidéoprotection, mais c'est aussi quelque chose de particulièrement intéressant. Et ça aussi, ça peut être mutualisé au niveau des EPCI. Deux dernières questions qui reviennent. La première, c'est le fossé entre la justice et la sécurité, le ressenti non seulement du citoyen, mais aussi, je pense, des forces de l'ordre. En fait,
le lien justice-sécurité avec peut-être des distorsions que vous connaissez ou au moins une perception un peu, peut-être, j'espère faussée, mais en tout cas, voilà. Ça, c'est une question qui est assez redondante dans les auditeurs. Et une question aussi que je trouve intéressante, c'est la police des frontières. En fait, voilà, tout ce qui est police des frontières et puis aussi renseignements européens qui est forcément associé à cette police des frontières ou au moins à la gestion de l'ouverture de l'espace Schengen. Voilà, c'est les deux dernières questions qui reviennent, mon général. D'accord. Alors, merci Émilie, sur la justice bon, le livre blanc évoque en une vingtaine de lignes sur la justice quand il énonce les grands partenaires ministériels du ministère de l'Intérieur. Il y a les armées également avec l'opération Sentinelle, avec l'opération Harpie en Guyane. S'agissant de la justice, moi je crois c'est un partenaire. C'est un partenaire incontournable de toute façon. Les officiers de police judiciaire sont sous la direction des procureurs, agissent sous la direction des procureurs de la République pour les missions d'enquête, les missions judiciaires ou sous le contrôle du juge. Néanmoins, moi, ce que je relève, et de toute façon, je pense que tout le monde, beaucoup de gens le relèvent, c'est un manque de moyens de la justice. Un manque de moyens, une justice également, les effectifs sont relativement bas pour le pays. Hein. Je pense qu'il y a rapporté à la population, il doit y avoir 2 ou 3 fois plus de magistrats en Allemagne qu'en France. Donc c'est quand même un vrai problème. Il y a un problème de moyens. Il y a un problème, au final, d'efficience de la justice. Et puis, il y a également un problème de la part de certains juges, un problème idéologique. J'écoutais il y a pas très longtemps une émission et c'était la secrétaire générale de FO Justice, Béatrice Brugère, qui était interrogée par Georges Fenech. Et elle disait tout simplement, il y a un débat sur l'exécution des peines en France. En fait, en France, c'est bien 70% des peines, notamment des peines carcérales, ne sont pas exécutées. Voilà. Donc, je ne parle pas de la réponse pénale. Hein. La réponse pénale, on la chiffre à 80-90%. Mais voilà, maintenant, on est à 70% d'exécution des peines. Et la prison, idéologiquement, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Il faut l'expliquer. Au début, on punissait, on emprisonnait. Après, c'était la réinsertion et l'emprisonnement. Et maintenant, la réinsertion à tout prix prend le pas sur la peine et notamment sur la peine de prison. Voilà, c'est ça. Maintenant, il n'en reste pas moins que les gendarmes ne sont pas démobilisés. Ils font leur métier. Après, à la justice, bien évidemment, de prendre ses responsabilités. La justice qui rend quand même la justice au nom du peuple français. Et puis, bien évidemment, il n'y a pas assez de questions. J'évoquais les moyens, mais les moyens de l'administration pénitentiaire également, avec le nombre de places dans les prisons. Les prisons, bien évidemment, sont pleines. Sur les frontières, alors les frontières, c'est bien sûr la police aux frontières hein, qui est tête de file en matière de gestion des frontières. L'immigration, l'immigration illégale, la protection du territoire, c'est un véritable problème. Et vous savez que la gendarmerie est complètement engagée aussi dans cette mission. Hein. Il n'y a pas que la police aux frontières. Notamment depuis l'attentat de Nice, au mois de novembre dernier, eh bien, il y a des escadrons de gendarmerie qui ont des escadrons de gendarmerie qui ont été déployés aux frontières dans la profondeur du territoire, comme l'on dit, notamment ici en Savoie. Et des réservistes également sont venus renforcer le dispositif de contrôle à la frontière et dans la profondeur le dispositif de contrôle. Donc ça, c'est un champ important.
Mais les frontières, on n'est pas seul sur l'immigration, sur les politiques d'immigration. Tout ça se fait, qu'on le veuille ou non, avec l'Union européenne. Donc là aussi, il y a le premier cercle. Le premier cercle, c'est le territoire national. Le deuxième cercle de la sécurité pour la France, qu'on le veuille ou non, c'est les limites de l'Union européenne. Avec Frontex qui doit avoir son corps de garde-côte, qui doit avoir ses effectifs, des effectifs augmentés. Et puis c'est une Union européenne qui doit être encore plus opérationnelle qu'elle n'est. Elle l'est déjà. Elle l'est déjà sur un certain nombre de points en matière de lutte contre la criminalité. Il faut savoir que toutes les enquêtes internationales ou européennes, françaises, en tout cas les enquêtes que peut conduire la gendarmerie, eh bien, ces enquêtes se font souvent avec l'appui d'Europol. La coopération transfrontalière également, ça marche très très bien. Donc c'est des choses que les citoyens français ne connaissent pas, ne visualisent pas. On est tous souvent un peu critiques sur l'Europe, sur l'Union européenne, mais l'Union européenne, c'est aussi de la coopération policière et qui marche relativement bien. Et les dernières grandes enquêtes de la gendarmerie le montrent, puisqu'elles ont été faites vraiment en relation avec Europol. Et la gendarmerie, et d'ailleurs, je fais un peu de publicité pour la gendarmerie, j'en profite, et leader européen mandaté par l'Union européenne sur deux types de criminalité. C'est le dispositif EMPAC, ça s'appelle, sur la délinquance itinérante, notamment la délinquance itinérante avec les pays d'Europe de l'Est, et puis sur la criminalité environnementale dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'Union européenne, mais une Union européenne qui est quand même très allante sur les questions de sécurité. Il y a une stratégie, je pourrais l'envoyer à ceux qui sont intéressés par les thématiques européennes. Hein, ça m'a toujours beaucoup intéressé, et très allante, notamment sur la criminalité, la grande criminalité organisée, et sur le cyber, où là, les relations entre nous et Europol sont très importantes. Le cyber, c'est vraiment un point important de la criminalité à venir. Pourquoi pas une prochaine conférence, Philippe? Oui, André, je te remercie. Enfin, oui, sur l'international, ça m'intéresse, l'international. Oui, tu es Voilà. très branché là-dessus, alors fais-nous un exposé aussi brillant que celui-ci et on sera heureux. Merci André. Alors il y a un point, mais je vous renvoie à la lecture du livre blanc, puisque vous êtes tous et toutes intéressés par les questions de sécurité et de défense. C'est un point que j'ai pas eu le temps d'aborder. C'est une réforme de la police nationale, hein, qui est à l'ordre du jour, avec une police nationale ça sera la fin des directions centrales, une police nationale plus décloisonnée, plus déconcentrée, avec, au niveau des départements, il y a une expérience, c'est pour ça que j'en parle quand même, il y a une expérience actuellement en Savoie, dans les Pyrénées-Orientales et dans le Pas-de-Calais, avec la création, vous savez qu'avant il y avait un DDSP, il y a un DDSP dans les départements, mais il y a un directeur départemental de la PAF dans les départements frontaliers. Là, il y aura un directeur départemental de la police nationale au sein du département qui fédérera tous les grands métiers de la police nationale, la PAF, la PJ et la sécurité publique et le renseignement. Voilà. Ça, c'est une proposition du livre blanc qui va être de toute façon étudiée ces prochains mois à Beauvau. Je pense que vous avez répondu à pas mal d'interrogations de l'ensemble des auditeurs. Il y avait, pour être vraiment complet, il y avait les attentes du SNU et tout ce qui est question sur les relations avec la Grande-Bretagne, la coopération transfrontalière avec la Grande-Bretagne.
D'accord. Alors, bon, là, je demande un petit peu de temps pour la coopération avec la Grande-Bretagne parce que là, je n'ai pas tous les éléments en main et tous les éléments en tête. Sur le SNU, on pourra en reparler. La gendarmerie est partante, bien évidemment, dans le SNU, notamment dans la première phase, la deuxième phase du SNU. Et puis, on a un dispositif qui est vraiment adossé au SNU, ce sont les cadets de la gendarmerie. Et là, je parle à des auditeurs de Dauphiné-Savoie, des deux départements savoyards et de l'Isère, trois départements où nous avons des cadets de la gendarmerie. Donc, on est vraiment dans le dispositif SNU. En Isère, ça date de plus d'une dizaine d'années maintenant. C'est mon camarade Lambert qui avait créé en son temps ces cadets de la gendarmerie en Isère, Lambert Lucas. Des cadets ont été mis en place également en Haute-Savoie. Et l'année dernière, eh bien, la première promotion de cadets est sortie en Savoie. Donc c'est un dispositif qui rassemble une trentaine de jeunes gens et de jeunes filles qui sont au lycée, qui ont 17 ans. Et je pense que c'est très intéressant pour développer leur sens civique, leur sens citoyen, pour les ouvrir sur d'autres métiers, pourquoi pas sur les ouvrir, mais c'est pas le but, les ouvrir sur les métiers de la sécurité. Mais je pense que c'est quelque chose d'assez formateur. Je les ai vus, je les ai rencontrés l'année dernière, les jeunes à Chambéry, je les avais rencontrés également en Isère, et puis j'ai vu des jeunes vraiment motivés par ce service des cadets de la gendarmerie. Donc là, c'est vraiment des expériences de terrain qui existent et qui serviront indubitablement au service national universel. Je me permets de compléter. Nous organisons une conférence en partenariat avec des étudiants de l'IAE d'Annecy le 11 février sur l'engagement citoyen des jeunes, et justement le général Guimbert participera à cette table ronde à laquelle il y aura aussi un élu et une enseignante et moi-même, en particulier sur cette question du SNU. Mais tu connais ça mieux que moi, Rosen. Pour l'instant, c'est joker. Il faut qu'ils viennent à la conférence s'ils veulent en savoir plus. Très bien, mon général. Merci en tout cas pour cet exposé très complet. Vous avez plusieurs félicitations dans le chat. Est-ce que vous voulez rajouter un point de conclusion peut-être? Oui, non, mais merci, merci beaucoup à m'avoir écouté, m'avoir peut-être, pour certains, peut-être subi à certains moments, parce que j'avais beaucoup de choses à dire, parce que le document était très riche, et puis à travers ce document, il y a des petits messages peut-être plus personnels après 35 années de service en gendarmerie à faire passer. Moi, je voudrais dire deux choses. Je parlais du besoin de sécurité, il est fort dans notre pays, il faut bien évidemment y répondre, et je sais très bien que les hommes et les femmes de la gendarmerie comme de la police y répondront. On a aussi, c'est un avocat là, célèbre qui a écrit un livre il n'y a pas longtemps, Osons l'autorité. Je pense on a une exigence d'autorité en ce moment aussi dans notre pays, de la part des politiques, de la part de tous les décideurs, au travers des politiques publiques. Je pense on a une exigence d'autorité, et les Français expriment. Alors, la majorité, là aussi, je dis la majorité exprime cette exigence d'autorité. Et puis, ce que je voulais vous dire vraiment en conclusion, c'est vous dire que moi, j'ai eu la chance et la fierté de commander des hommes et des femmes qui sont formidables, en particulier dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes, en Dauphiné-Savoie, bien sûr, et des militaires, quel que soit le grade, quelle que soit la fonction, de réserve, d'active, qui sont vraiment engagés pour la sécurité au quotidien de vous tous, de tous nos compatriotes, qui savent répondre présent. Vous l'avez compris à travers mes propos, avec
auprès de la population, auprès des élus. Hein, j'insiste sur les élus. Et puis, ils l'ont montré, ils sont tout aussi déterminés en situation de crise. Et la situation de crise, je le disais, c'est une situation qui tend à devenir un petit peu normale. Donc, ils font un travail vraiment formidable avec humilité, avec un sens du service. Et je pense que c'est le directeur général, et ça a été repris par Gérald Darmanin, les a appelés les héros du quotidien. Ben, je pense que c'est vraiment des héros du quotidien, et je pense que le pays, on peut s'enorgueillir d'avoir vraiment des gendarmes. Donc, ils méritent un soutien budgétaire. Ça, c'est important. On n'a pas trop évoqué le budget, mais c'est important. Et puis, ils méritent cette reconnaissance, ce soutien moral de la nation. Voilà ce que je voulais dire. Merci en tout cas de votre écoute, et puis au plaisir de vous retrouver, les auditeurs, les anciens auditeurs de l'IHEDN, les correspondants défense qui, a priori, étaient nombreux ce soir, et puis vous toutes et tous. Voilà. À bientôt. Et très bonne soirée à vous tous.